Bonjour, bienvenue à Paris pour le deuxième épisode de notre web-série consacrée au mobilier national. Après le château de Rambouillet, nous voici sur le site historique des Gobelins. Nous allons évoquer aujourd'hui Notre-Dame de Paris et plus précisément le grand tapis de cœur de la cathédrale, commandé en 1825 par le roi Charles X et utilisé pour les plus importantes célébrations. Le tragique incendie de la cathédrale en 2019 a profondément marqué les esprits. Nous avons tous en tête l'image de la flèche s'effondrant au milieu des flammes. Parmi les objets évacués en urgence du bâtiment figurait ce grand tapis de près de 30 mètres de long. Il avait alors été confié par la DRAC Île-de-France au Mobilier National pour être restauré après une étude préalable menée au laboratoire de recherche des monuments historiques, le LRMH. Une partie du tapis est actuellement présentée dans la galerie des Gobelins dans le cadre de l'exposition Grand décor restauré de Notre-Dame. Nous allons nous y rendre et après nous irons dans les ateliers du Mobilier National pour évoquer la restauration de ce tapis. Vous saurez tout du grand tapis de cœur de Notre-Dame de Paris, alors que la cathédrale doit rouvrir le 8 décembre prochain. Bonjour Monsieur Pénicaud. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Mobilier National, dans l'exposition Grand décor restauré de Notre-Dame. En quoi consiste cette exposition? Cette exposition, elle consiste en un principe simple, montrer à nos visiteurs l'ensemble des œuvres d'art, je parle ici des toiles peintes, qui se trouvaient dans la cathédrale avant l'incendie et qui retourneront dans la cathédrale après l'incendie, l'ensemble de ces toiles ayant fait l'objet d'un vaste chantier de restauration depuis 2 ans et demi. Certaines étaient très abîmées? Oui, alors ces toiles étaient connues, néanmoins on avait bien la liste des œuvres d'art présentes dans la cathédrale. Ces œuvres n'ont pas été abîmées par l'incendie lui-même, il est important de le dire, elles ont été épargnées par le feu, l'eau, la suie. Néanmoins, elles étaient dans des états assez divers, certaines d'entre elles étaient rentrées récemment à Notre-Dame, d'autres depuis un peu plus longtemps. Et c'est pourquoi il a été décidé de leur faire subir une restauration, ce qu'on appelle une restauration fondamentale, une restauration d'ensemble, qui a en effet permis pour un certain nombre d'entre elles de mieux les connaître, de les redécouvrir. Une moitié d'entre elles sont des mets. Les mets, c'est un peu la collection propre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En effet, les mets, ce sont l'ensemble des tableaux offerts par la confrérie des orfèvres de la ville de Paris, donc le syndicat des orfèvres, on dirait aujourd'hui, chaque année à la cathédrale, en l'honneur de la Vierge Marie, les orfèvres parisiens offraient un grand tableau. Cette coutume, qui est médiévale à l'origine, a tenu entre 1630 et 1707. Donc entre 1630 et 1707, ce sont 76 grands tableaux qui ont été offerts chaque année à la cathédrale. Et de ces 76 grands tableaux, la collection bien sûr a été dispersée à la Révolution, il en reste aujourd'hui dans la cathédrale 13. Et ces 13 grands mets sont présentés dans l'exposition. D'accord. Et d'autres sont encore dans les collections nationales? D'autres sont dans les collections publiques, en effet. La collection des mets a été dispersée à la Révolution. Un certain nombre sont dans des musées, le musée du Louvre, le musée des Beaux-Arts d'Arras. Une autre partie est présente dans des églises de province, des musées de province, parfois dans des collections privées. Et puis une vingtaine d'entre eux sont bel et bien perdus. Parmi tous ces tableaux, donc certains ne sont pas des mets, certains font l'objet de commandes. Comment étaient commandés des tableaux à Notre-Dame? Donc le décor peint de la cathédrale qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais c'était sans doute ce qui frappait le plus les visiteurs au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il faut imaginer une cathédrale couverte de grands tableaux peints. Ces tableaux ont été rejetés, pourrait-on dire, par Viollet-le-Duc quand il a restauré la cathédrale au XIXe siècle, parce que Viollet-le-Duc s'attachait à retrouver la pureté gothique du bâtiment. Donc il a demandé à ce qu'on retire l'ensemble des tableaux. Ces tableaux, en effet, étaient pour certains des mets, pour d'autres des tableaux qui ornaient les chapelles latérales. Dans chaque chapelle latérale, il y avait un autel, au-dessus de chaque autel, un tableau, et un certain nombre de ces tableaux de chapelle sont présentés dans l'exposition. Par ailleurs, au XIXe siècle, on a apporté de nouveaux tableaux pour décorer la cathédrale, notamment dans la première moitié du XIXe siècle, avant le chantier de restauration de Viollet-le-Duc, et on a choisi notamment des tableaux italiens qui avaient été saisis par les armées révolutionnaires en Italie dans les années 1796-1797 et qu'on a installés sous l'Empire dans la cathédrale.
Comme le tableau de Guidorini qui se trouve juste au-dessus. Comme le grand tableau de Guidorini, très spectaculaire, là, qui a retrouvé toute sa fraîcheur et toutes ses couleurs. C'est un tableau donc saisi par les armées françaises en Italie et replacé en 1802 dans la cathédrale quant à la suite du Concordat, donc réconciliation entre le régime français et l'Église catholique. Il a fallu un peu en urgence redécorer la cathédrale pour la rendre présentable. Et toutes les œuvres présentées dans cette exposition rejoindront la cathédrale à sa réouverture? Oui, tous les grands tableaux de la cathédrale rejoindront la cathédrale à sa réouverture. Par ailleurs, pour expliquer ces tableaux, nous avons montré aux visiteurs de l'exposition un certain nombre d'œuvres associées, des dessins préparatoires, des esquisses, des estampes qui racontent l'histoire de chacun de ces tableaux. Et ces œuvres associées retourneront dans les collections privées ou publiques qui les ont prêtées pour l'exposition. C'est un luxe de pouvoir les voir d'aussi près, d'ailleurs. En effet, l'avantage de cette exposition, c'est qu'on peut presque tutoyer ces œuvres, les regarder face à face, à hauteur d'homme, avec une très belle lumière. Et ça, c'est une chance assez unique, parce que ces toiles retourneront dans la cathédrale, seront de nouveau réparties dans les chapelles. On n'aura plus l'occasion d'avoir comme ça une vision d'ensemble du décor peint de la cathédrale de Paris. Et dans cette exposition, à l'étage, vous présentez également le mobilier contemporain qui a été créé pour orner la cathédrale restaurée. En effet, nous avons voulu que l'exposition tire une sorte de trait d'union entre le passé et le présent et montre que la cathédrale, à toutes les époques de son histoire, avait été un lieu de décor et de création. Et nous sommes proposés, en effet, en accord avec le diocèse de Paris, de montrer les maquettes du nouveau mobilier liturgique. Ce mobilier liturgique, à l'inverse des œuvres d'art, a été abîmé par l'incendie, puisque ces objets se trouvaient sous la croisée du transept, donc ont été abîmés par la chute de la voûte et des pierres. Et en effet, c'est un designer contemporain, Guillaume Bardet, qui est en train en ce moment même de fabriquer ces objets, et nous avons voulu montrer les maquettes de ces futurs objets, et le fait de les replacer comme ça en regard des peintures permet de tirer un trait entre création d'il y a 4 siècles et création d'aujourd'hui. Très bien. Donc tableau, tapisserie, mobilier, c'est une exposition très riche. Merci beaucoup. Nous maintenant on va aller voir le grand tapis de Chœur de Notre-Dame pour évoquer sa restauration. Antonin Massette de l'Épinay, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans la Galerie des Gobelins, qui plus est sur le tapis de Chœur de Notre-Dame. On a de la chance, alors on a des protections bien sûr. Tout à fait. Pour commencer, peut-être une question historique. Dans quel contexte ce tapis a-t-il été commandé ? Alors ce tapis a été commandé par Charles X en 1825 pour orner le chœur de Notre-Dame de Paris pour des cérémonies importantes, particulières. Ce n'était pas un tapis qui était voué à être placé en permanence dans la cathédrale. On peut préciser d'emblée que le tapis, là, n'est pas complet. On n'a que la partie supérieure. Exactement. La partie supérieure est exposée actuellement, tandis que la partie inférieure est toujours en cours de restauration dans l'atelier du Mobilier National. Très bien. Par qui ce tapis a-t-il été conçu? Déjà le cartonnier, puis ensuite dans quelle manufacture notamment a-t-il été tissé? Combien de temps cela a-t-il pris? Alors en 1825, le dessin a été commandé à Saint-Ange, qui était vraiment le grand peintre des manufactures, qui a réalisé de très nombreux dessins pour des tapis, pour des tapisseries. Saint-Ange réalise donc ce dessin qui est accepté et ensuite traduit en carton, c'est-à-dire à l'échelle 1, par un cartonnier des Gobelins qui s'appelait De Vertu. Le tapis est ensuite tissé à la manufacture de la Savonnerie. Alors à l'époque, la manufacture de la Savonnerie se situait encore au pied de la colline de Chaillot, à peu près à l'emplacement du palais de Tokyo actuel. Et pendant encore très peu de temps, puisqu'en 1826, Charles X décide de la réunification de la manufacture de la Savonnerie et de la manufacture des Gobelins. Donc sur ce site ici. Exactement. La manufacture de la Savonnerie déménage alors ici au Gobelins et le tapis qui était à peine commencé a dû être démonté, les métiers à tisser ont été démontés également et le tout transporté ici, remonté et la production relancée. Parce que combien de temps a été nécessaire pour finaliser tout ce tapis en fait? Alors, au moment de la Révolution de 1830, le tapis n'était pas achevé encore. Donc on sait que ça aurait duré au moins plus de 5 ans. La Révolution de 1830 a entraîné d'autres retards puisque Charles X a demandé la modification, la suppression de certains emblèmes, ce qui explique aussi que le tapis n'a été finalement achevé qu'en 1833.
Alors le tapis n'a pas été offert tout de suite à Notre-Dame de Paris. Il a d'abord été exposé en 1838 dans la galerie d'Apollon au Louvre pour la première fois. Et puis finalement seulement offert en 1841 par Louis-Philippe à la cathédrale Notre-Dame en remerciement du baptême du comte de Paris, son petit-fils. Le tapis est ensuite resté à Notre-Dame jusqu'à l'incendie. Il était simplement roulé dans un bas-côté, dans une caisse, et uniquement déroulé pour les grandes cérémonies, des événements importants comme la venue du tsar Nicolas II, comme le baptême du prince impérial, comme la venue plus récemment de Jean-Paul II en 1980. Et roulé et ensuite protégé comme ça pendant le reste du temps. Il servait évidemment à d'autres cérémonies, à certaines messes, à certaines ordinations. Et il était roulé dans ce bas-côté au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. D'accord, oui, c'est ce qui a permis finalement de le sauver. Alors c'est certain que s'il avait été déroulé dans le cœur, il aurait beaucoup souffert sans doute. Mais de toute façon, depuis les années 2000, le tapis ne peut plus être mis en place dans le chœur, puisqu'il y a eu une modification de l'aménagement du chœur et il n'y a plus la place pour ce tapis, malheureusement, dans le chœur de Notre-Dame. D'accord, donc c'est-à-dire qu'une fois la cathédrale restaurée et rouverte à partir du 8 décembre, le tapis ne retournera pas à Notre-Dame? Alors, il retournera à Notre-Dame, il ne sera pas déroulé dans le chœur. Les dernières fois qu'il a été déroulé, c'était dans la nef, notamment en 2014 et en 2017, pour être présenté au public uniquement pendant quelques heures. On ne sait pas exactement quand il sera de nouveau présenté au public après la réouverture de la cathédrale, mais on espère évidemment qu'on pourra l'admirer. Mais quoi qu'il arrive, il y retournera en tout cas. Il y retournera, puisqu'il appartient à la DRAC Île-de-France, il est voué en théorie au culte, et donc il retournera dans Notre-Dame de Paris. D'accord. Est-ce que les modifications dont vous parliez, qui ont été effectuées en 1830, sont encore visibles aujourd'hui sur le tapis? Est-ce qu'il y a les stigmates de ces modifications? Alors oui, il y a certains stigmates de ces modifications qui sont encore visibles. D'autres ont disparu puisqu'il y a une partie, la partie la plus extrême du tapis a été malheureusement détruite à la fin du 19e siècle, probablement à la suite des travaux de Viollet-le-Duc et d'une infiltration d'eau, puisqu'il y a eu, on parle d'un pourrissement dans les archives. En revanche, on voit très bien, notamment dans le médaillon central que vous avez ici, certains symboles monarchiques réapparaître de manière un peu fantomatique. C'est le cas notamment du bout de la main de justice, du bout du sceptre ou encore de la croix de l'ordre du Saint-Esprit, qui n'ont pas fait l'objet du même travail de remplacement que le médaillon central, qui a lui été découpé et totalement remplacé. Là, on a utilisé une autre technique, qui est la technique de dépiquage et de repiquage, c'est-à-dire qu'on a simplement retiré les nœuds qui composaient les motifs à faire disparaître, et on les a remplacés par de nouveaux nœuds à l'aiguille. Et cette technique, elle est très efficace, mais avec le temps, la laine utilisée, qui était à l'époque de la même couleur que la laine du fond, a évolué différemment. Et donc, on voit réapparaître comme ça de manière fantomatique ces symboles. Effectivement, on voit bien aujourd'hui ici notamment les différences de couleurs. Exactement. Et la partie centrale, c'était pas ce motif-là qui était prévu au départ? Alors pas du tout, je pourrais vous montrer éventuellement sur le dessin de Saint-Ange. Il y avait donc au centre les armes royales, c'est-à-dire l'écu bleu à fleur de lys, au-dessus la couronne royale, autour le collier de l'ordre de Saint-Michel et le grand collier de l'ordre du Saint-Esprit, et à l'arrière passait le sceptre et la main de justice. D'accord, autant de symboles très, très royaux. Exactement. De la même manière, il y avait d'autres symboles royaux dans la partie basse que vous verrez en restauration dans l'atelier. Il y avait le chiffre du roi, donc le double C de Charles couronné, qui lui aussi a disparu. Et de la même manière, dans toute la partie que vous voyez ici autour, ce fond un peu violine, ce n'étaient pas des fleurons comme vous voyez aujourd'hui, mais c'était des fleurs de lys. Et là aussi, elles ont été dépiquées et repiquées à l'aiguille, et on peut encore distinguer la forme des fleurs de lys. C'est le premier tapis néo-gothique tissé par la manufacture de la Savonnerie. C'est même le seul, a priori, puisque c'est le premier tapis spécifiquement tissé par la manufacture de la Savonnerie pour un édifice religieux. Jusque-là, la manufacture ne réalisait que des tapis principalement pour les palais. Et ces tapis laïques
civile était parfois utilisé effectivement pour les cérémonies, que ce soit les cérémonies de sacre et d'autres cérémonies dans les édifices religieux. Là, c'est vraiment le premier tapis qui est commandé spécifiquement pour la cathédrale. Et donc, on y retrouve à la fois des motifs néogothiques, qui évidemment dialoguent avec l'architecture de la cathédrale, mais aussi des motifs religieux. On voit notamment au centre le blé et la vigne, qui symbolisent évidemment le pain et le vin, le corps et le sang du Christ, mais également des motifs monarchiques, puisque Charles X, évidemment, se servait également de ce tapis pour manifester son don, sa générosité vis-à-vis de la cathédrale. Et même quand ils ont modifié cette partie centrale, ils ont gardé l'esprit néogothique, évidemment. Alors voilà, cette partie centrale modifiée sous la monarchie de Juillet, elle reprend un peu des éléments qu'on voyait également dans le reste du tapis, c'est-à-dire des bijoux plutôt, des pierres précieuses feintes que l'on retrouve tout autour notamment de ce médaillon et au centre du soleil, avec un espèce de gros rubis entouré de turquoise, dit la description, avec des soleils que l'on retrouve également dans les éléments qui ont remplacé le chiffre de Charles X. D'accord. Et est-ce que, notamment pour cette partie centrale, vous conservez des dessins préparatoires, alors du tapis en général, de cette modification, des dessins, des cartons, dans des collections nationales ou au Mobilier National peut-être? Tout à fait. Le Mobilier National conserve à la fois un dessin original de Saint-Ange qui montre le tapis tel qu'il devait être dans son état d'origine, y compris avec la partie qui a disparu, ce qui est très très précieux. Et le Mobilier National conserve également le carton du tapis, c'est-à-dire des grands laits d'huile sur toile, de la taille exactement du tapis, exactement à la même échelle. Nous avons pu en restaurer un élément qui était donc en réalité l'élément du carton qui a été fabriqué en 1830 pour remplacer le médaillon central. Et nous avons pu le restaurer pour cette exposition. Est-ce qu'on peut aller le voir peut-être, ce carton? Bien sûr. Allons-y. Donc nous voici devant ce fameux carton qui est présenté en regard de la tapisserie. Le visiteur peut vraiment visualiser et comparer. Alors on sait à quel point ces cartons sont fragiles. Oui. On voit qu'il est un petit peu abîmé, effectivement. Oui. Les cartons, que ce soit les cartons de tapis ou de tapisserie, n'étaient pas considérés comme des œuvres d'art. C'était considéré comme des documents techniques de travail. Et donc une fois qu'ils avaient servi et qu'ils n'étaient plus utiles, ils étaient rangés en réserve, pas toujours avec de grands soins. Et c'est le cas de ce carton précis qui, lui, a été conservé pendant près de 2 siècles, plié. Vraiment un tout petit paquet grand comme ça, quand je l'ai retrouvé avec l'équipe du Mobilier National. Pliure qu'on voit très bien d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc notre choix a été de le restaurer pour l'exposition, mais une restauration structurelle, c'est-à-dire vraiment le rentoiler, le mettre sur un châssis pour le sauver, mais pas de faire une restauration vraiment très poussée, parce que justement, il ne s'agit pas d'un tableau, il s'agit vraiment d'un document technique, et donc ça fait partie de son histoire, le fait qu'il ait été plié comme ça pendant des années. Et donc c'est un document technique, est-ce que des traces de son utilisation sont visibles, outre le fait qu'il a été plié et rangé un peu sans trop d'attention? Alors oui, il y a des traces très intéressantes et très utiles pour la compréhension de la technique de la savonnerie au début du 19e siècle. On a notamment ce grand trait rouge que vous voyez ici, qui délimite donc la partie qui a été découpée sur le tapis et rentrayée, c'est-à-dire retissée et ensuite mis bout à bout avec la partie du tapis existante. Et en revanche, tout ce qui est à l'extérieur de ce trait rouge, ce sont les parties qui ont été dépiquées, repiquées et qui permettent aujourd'hui à certains éléments de réapparaître de manière un peu fantomatique, comme je vous l'ai dit. Il y a un autre élément très intéressant, c'est que vous voyez des points noirs à intervalles réguliers sur toute la surface, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas de calque, contrairement à aujourd'hui, pour reporter le dessin. Et donc on utilisait un compas. C'est un instrument qui a totalement disparu aujourd'hui de la trousse du lissier à la savonnerie. Un compas pour savoir exactement où on se trouvait par rapport au carton sur le tapis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir voir aujourd'hui. Et donc c'est bien ce que nous disions tout à l'heure sur le tapis, c'est que ce carton correspond à la modification du médaillon central.
Exactement, c'est pour ça que nous avons voulu présenter particulièrement cet élément du carton. On a tout le reste du carton quasiment en intégralité conservé au Mobilier National, mais celui-ci permettait vraiment de raconter quelque chose sur l'histoire du tapis, sur l'histoire de sa conception et des transformations qu'il a subies. Et comment conservez-vous le reste du carton, qui donc est très volumineux logiquement? Exactement, alors le reste du carton a également fait l'objet d'une campagne de conservation préventive, puisqu'il a été cette fois-ci roulé sur des très grands tubes avec des matériaux de conservation et en présence et avec l'aide d'un restaurateur en peinture. Ce qui fait que maintenant il peut être conservé dans de bonnes conditions jusqu'au moment où on choisira éventuellement de le restaurer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très intéressant et à présent on va passer dans le volet vraiment technique de la restauration puisqu'on va aller dans les ateliers des Gobelins juste derrière pour voir finalement comment on restaure un tapis de cette ampleur. Bienvenue dans la salle qui accueille ce tapis magnifique, immense, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il fait pratiquement 8 mètres de large, sur son sa plus petite largeur, et il se déroule sur 12 mètres de long. Donc oui. Voilà. Oui, on se rend compte de la taille du tapis quand on rentre dans cette salle. On se rend compte vraiment de la taille du tapis et de ses dimensions quand il est complètement déroulé. Effectivement. Il touche les 2 vitres de part et d'autre. Voilà. Bonjour Julienne Sang, merci de nous accueillir ici dans cette pièce qui a été aménagée spécialement pour restaurer le grand tapis de cœur de Notre-Dame. Dans quel état le tapis vous est-il arrivé? Y a-t-il eu des dégradations suite à l'incendie de la cathédrale en 2019? Le tapis était stocké, roulé dans un coffre en bois. Donc pendant que les pompiers travaillaient, forcément le coffre en bois, qui était en chêne, a été arrosé, bien sûr, puisque le coffre en bois était au niveau du déambulatoire. Le constat qui a été fait, c'est qu'il a été légèrement humidifié. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'était pas montré au public, roulé, a permis vraiment de sauver ce tapis, qui est une pièce unique au niveau de son style et au niveau aussi de ses dimensions. Ses dimensions, puisqu'on peut rappeler les dimensions peut-être. Le tapis avec les 2 pièces assemblées font 25 mètres de long sur pratiquement 9 mètres de large, au plus large du tapis, c'est-à-dire au niveau du transept, voilà. Oui, les bras du transept. Le déroulé est une opération qui prend du temps et qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre entre guillemets aussi. Exactement. Chaque pièce, c'est-à-dire il y a une partie haute et une partie basse. La partie haute fait 500 kg. Et la seconde partie, la partie basse, fait également 500 kg. Donc le tapis, en gros, ensemble fait 1 tonne. Le rôle précis du Mobilier National a été vraiment, tout d'abord, de proposer un espace, un lieu adapté pour stocker les tapis. Une fois qu'il a été déroulé, on a pu le sécher, tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et quand enfin il a été déroulé, on a pu faire un constat d'état. Et bien sûr, c'était toujours avec l'accord de la DRAC. Et après constat d'état, comme le tapis était très peu déroulé et dans son coffre, et ben, hélas, au niveau des bordures, il y a eu des mythes qui ont rongé la structure. Et quand on a rongé la structure et la lisière, et ben, il y a des éléments qui disparaissent. Et là, on le voyait bien, le velours, quand on le voit sur l'endroit de la pièce, c'est-à-dire côté velours, il y avait des lacunes. Donc des fois, le velours était légèrement rongé, donc il y avait une sorte de dépression au niveau du velours, ou des fois, il avait carrément disparu. Donc il n'y avait plus de chaîne de laine et plus de velours, parce que la chaîne est en laine et le velours est en laine. Alors que le lin, qui forme la trame, était restée présente. Les mythes textiles n'apprécient pas les matières d'origine végétale, mais animale, elles adorent. Oui. Donc comme elles ont pu travailler et faire leur nid, entre guillemets, tranquillement dans ces coffres en bois, ben, la plupart des dégradations se sont trouvées au niveau de la bordure, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le rouleau. Il était suffisamment bien conditionné quand même dans le... Oui, complètement. Caisse, oui. Ah oui. Et c'est vrai que voilà, la dégradation était surtout sur la lisière. Et ensuite, quand on rentrait vers le centre du tapis, on voyait surtout des cassures. Alors, des cassures, c'est des dégradations qui gondolent le tapis. Donc, au lieu d'être plan, il gondole, et c'est la structure en fait qui a été fragilisée ou dégradée
ou disparus, voilà. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, où en est cette restauration? Puisque donc dans l'exposition Grand Décor de Notre-Dame, la partie supérieure du tapis est présentée. Il nous a fallu 1 an et demi pour restaurer cette première partie qui faisait quand même 100 mètres carrés. Il a fallu refaire la structure au niveau des bordures. On a dû refaire un chaînage, refaire un tramage pour ensuite retourner le tapis côté velours et venir retisser nœud par nœud le velours qui a disparu. Et ensuite, il y a la lisière qui permet d'arrêter le tapis. Il était complètement rongé, déchiré, déstructuré, des fois carrément lacunaire, c'est-à-dire qu'il y avait des parties qui avaient complètement disparu. Ensuite, bien sûr, on a restauré les cassures comme on a pu. Les cassures, c'est-à-dire ce qui gondole le tapis, en passant pareil des fils de lin pour rétablir la planéité du tapis. Et une fois que tout ça s'est fait, on a dû retourner le tapis et ensuite s'occuper de protéger cette lisière noire par un galon en laine. D'accord. Voilà. Pour harmoniser le tout, parce qu'il y avait trop de lacunes au niveau de cette lisière. Et on a pu venir coudre ce galon sur tout le pourtour de la pièce. Et ça a nécessité 1 an et demi de travail juste pour la partie haute. Et là, on a attaqué depuis mi-décembre 2023 la partie basse qui est devant nous. Et là, c'est pareil, la lisière est abîmée, il y a des lacunes et on va venir restaurer tout cela. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une grande déchirure. Le tapis a été coupé, du coup on a perdu un peu de velours. Quand au niveau du pli, il y a une sorte de déchirure avec une petite cassure. Donc voilà. Ça c'est une partie qui n'a pas du tout été restaurée, touchée. Oui. Et ensuite, une fois qu'on aura enlevé cet ancien galon, nettoyer un peu les parties, les fils de restauration, les anciens fils de restauration, on va pouvoir ensuite vraiment restaurer cette partie. Et c'est vrai que là, on est sur la partie d'après. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on a nettoyé. Oui, là on voit bien. Voilà, les fils ont été nettoyés, on a enlevé l'ancien galon. On peut le voir hein, d'ailleurs. Ici, c'est un peu plus éclairci parce que il a été protégé de la poussière, de la lumière. Donc voilà, donc c'est un peu plus propre. Et là, ça n'avait été pas protégé par le galon. Et du coup, c'était un peu plus grisé. Et à ce niveau-là, il a fallu bien sûr repasser des fils. Voilà. Là où ça gondolait complètement, on a repassé des fils de lin pour pouvoir réaplanir la structure. D'accord. Voilà. On a passé aussi des fils de chêne pour redonner un peu de structure, pour ensuite consolider cette partie. On ne viendra pas combler cette lacune, on ne va pas refaire toute la structure, refaire les trames et ensuite le retourner et tisser, tout simplement parce que c'était une proposition qu'on avait faite à la DRAC qui l'a acceptée, de ne pas trop intervenir sur ces parties-là. Voilà. D'accord. Puisque une fois qu'il sera installé avec une mise à distance, voilà, on ne verra pas de la lacune. Puisque le velours est assez haut et va venir cacher. Voilà. Bon, et puis on meurt d'envie de vous poser la question, mais est-ce que vous pouvez nous montrer quelques gestes du quotidien de cette restauration, bien sûr. Par exemple ? Alors, si vous voulez, je vais vous montrer le chaînage. Le chaînage, c'est voilà. Là, c'est, on va dire que c'est lacunaire. Il n'y a plus de chaîne, plus de trame, ni de velours d'ailleurs. Hein, vous pouvez le constater puisqu'on voit la table à travers le tapis. Et en fait, voilà, ça, c'est mon fil de chaîne avec une aiguille courbe et avec un poinçon, je vais venir chaîner. Voilà. En général, quand on refait la structure, on chaîne d'abord, on trame ensuite, et une fois que tout ça c'est fait, on vient tisser le velours. Donc, pareil, toujours avec une aiguille courbe. Alors la particularité de ce tapis, hein, c'est un tapis de savonnerie bien sûr, c'est-à-dire créé à l'époque par les manufactures de la savonnerie. Et ben, la densité du nœud est très, très importante, ce qui fait un velours très haut, très dense, très droit. Et oui, c'est ce que vous m'expliquiez, à certains endroits endommagés, c'est devenu si dur qu'on peut casser une aiguille dessus. Exactement, exactement. Donc on le reconnaît tout de suite une savonnerie par sa densité et par son velours très très haut, à la différence des tapis d'Orient ou des tapis d'Aubusson qui sont un peu plus souples, voire plus souples. D'accord.
Voilà. Là, je suis en train de chaîner, je passe nœud par nœud. Ensuite, l'étape d'après, ça s'appelle le tramage. On vient tramer. On prend des fils de lin, parce que là, c'est pour restaurer les chaînes qui sont en laine, on prend des fils de coton. Alors, pourquoi prendre du coton? Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus résistante et beaucoup plus élastique. Comme le tapis est extrêmement dense, on préfère prendre des chaînes de coton. Parce qu'il nous arrive bien sûr de refaire du chaînage avec des fils de laine. Mais là c'est en coton pour plus de résistance. La cassure, c'est une dégradation qui fait gondoler le tapis. Donc la structure a été fragilisée ou elle a complètement disparu. D'accord. Peut-être qu'on peut aller voir sur la photo justement que vous montriez les cassures de la partie inférieure du tapis. Oui, bien sûr. Qui sont assez impressionnantes. Oui. Donc c'était juste ici, hein, si je me trompe pas. Exactement. Bah, ça, c'est des cassures, hélas, sur lesquelles on ne pourra pas intervenir. Oui. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement dur que maintenant, ça fait partie du tapis. On a essayé de passer des fils de lin tous les rangs. Et ben, ça n'a absolument rien fait. Ça ne l'a pas réaplani. Et voilà, on ne pourra pas, hélas, intervenir dessus parce que c'est devenu extrêmement dur. On ne peut plus intervenir dessus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci.